Le silence, pas l'explosion, pas les rafales. Le silence d'un arsenal vide en septembre 2022. Ce n'était pas une image. C'était la réalité froide du Burkina Faso. Quand le capitaine Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, il ne prend pas une armée. Il hérite d'un fantôme. Moins de 100 fusils fonctionnels dans la réserve stratégique, moins de 100 000 munitions pour défendre 22 millions d'habitants, un pays sous siège, et des soldats envoyés au front avec des mains presque nues. C'est ici que commence l'histoire que beaucoup préfèrent oublier. Parce qu'il est facile de juger une course quand on ne voit pas que le coureur a commencé pieds nus, sur du verre brisé. Traoré avait promis 3 mois pour renverser la guerre. 3 ans plus tard, les cyniques brandissent ce délai comme une arme. Mais le contexte est l'ennemi du cynisme. Cette promesse supposait un État souverain, un État capable d'acheter des armes. Un État qui contrôle son destin. La réalité découverte ensuite était plus sombre. L'argent existait, mais pas la permission. Quand le nouveau pouvoir tente d'équiper l'armée, il se heurte à un mur diplomatique. Les partenaires traditionnels refusent de vendre. Ils offrent des conseils, des formations, mais pas les outils pour tirer. Alors une conclusion se forme. Froide, méthodique, la guerre n'est pas gagnée, elle est gérée. Des forces étrangères sont présentes, des satellites, des drones. Et pourtant, l'insurrection s'étend. Ce paradoxe n'est pas un accident. C'est un système. Et c'est là que le choix devient brutal, continuer à mendier sous humiliation ou déchirer le script. Ils ont choisi de déchirer. Ils ont demandé aux forces étrangères de partir. Pas par orgueil, par calcul. Parce qu'une présence qui n'éteint pas la guerre devient une barrière contre l'indépendance. Mais une fois la porte claquée, le vide est total. L'Occident parti, il ne reste plus rien. Pas d'hommes stock, pas de crédit, pas de ligne d'approvisionnement. L'armée doit être reconstruite. Non pas depuis le sol, mais depuis en dessous du sol. On recrute des milliers de volontaires. Les VDP, des paysans, des enseignants, des hommes ordinaires face à l'obscurité. Mais un cœur courageux ne vaut rien sans acier. Et le verrou invisible apparaît, la souveraineté moderne n'est pas seulement un drapeau. C'est la capacité de transacter. Aucune banque du système financier occidental ne finance des armes pour Ouagadougou, alors il faut payer cash. Et pour payer cash, il faut une économie qui serve l'État, pas les intérêts étrangers. Le pivot est immédiat. Traoré ne cherche pas une idéologie, il cherche la survie. Il se tourne vers de nouveaux partenaires, la Turquie, la Russie, la Corée du Nord, pas pour des discours, pour des kalachnikovs, pour de l'artillerie, lentement. Les étagères se remplissent. Le silence de l'armurerie est remplacé par le bruit lourd des caisses ouvertes. Mais l'équipement n'est que du métal tant qu'il ne change pas l'esprit. Car la reconstruction décisive n'est pas seulement logistique, elle est psychologique. Pendant des décennies, le soldat burkinabé a été formé à croire qu'il était inférieur, qu'il fallait un officier étranger, un satellite étranger. Un ordre venu d'ailleurs, Traoré appelle cela la décolonisation mentale. Pas une théorie, une doctrine militaire, l'idée qu'un officier burkinabé peut lire la carte, planifier, frapper. Mieux qu'un conseiller qui rentre chez lui dès que la guerre devient trop réelle. Ce n'est pas seulement une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre pour prouver qu'un État africain peut se sécuriser lui-même, et quand ce principe est accepté, tout change. Parce qu'une fois qu'un peuple cesse de louer sa sécurité, il commence à la posséder. À la fin de 2024, quelque chose bascule. L'armée n'est plus un fantôme. Elle recrute 10 à 15 000 hommes par an. La promesse des 3 mois est brisée, mais une dépendance de plusieurs décennies l'est aussi. Les critiques regardent le calendrier. Les patriotes regardent la capacité, mais dans le Sahel, la capacité au sol ne suffit pas. L'ennemi ne se présente pas en colonne. Il se dissout dans le vent. Il frappe depuis l'ombre. Alors une vérité devient centrale pour contrôler la terre. Il faut d'abord conquérir le ciel. Pendant des années, le ciel burkinabé appartenait aux autres. Mirage français, Reapers américains. La technologie était là, mais l'intelligence semblait disparaître dans un trou noir diplomatique. Les soldats entendaient les moteurs au-dessus d'eux, et pourtant l'embuscade devant restait invisible. C'était l'humiliation de l'espace souverain.
Traoré comprend alors une règle brutale, louer la sécurité. C'est une erreur mortelle. On ne loue pas le toit au-dessus de ses enfants, on le possède. Et c'est ainsi qu'une transformation silencieuse commence. Le Burkina cesse de dépendre des partenaires qui utilisent l'armement comme levier politique et se tourne vers ceux qui le traitent comme transaction. L'arrivée des drones Bayraktar TB2 marque le premier tournant. Ce ne sont pas des caméras volantes, ce sont des outils de chasse modernes, mais l'ambition ne s'arrête pas là. Le pays escalade avec l'acquisition de l'Akinci, un drone lourd, capable d'emporter 10 fois plus de charge. Ce n'est plus un œil, c'est un prédateur. Il permet de frapper là où l'insurgé se croyait intouchable, dans les forêts profondes, dans les zones impossibles. Mais ici encore, l'enjeu n'est pas seulement technologique, le modèle change. Avant, nous combattrons pour vous. Maintenant, nous vous apprendrons à tenir la machine. Des instructeurs remplacent les contingents hors chaîne de commandement. La différence est vitale, la dépendance affaiblit. La compétence construit. Et pourtant, même les drones restent du métal froid, sans la chaleur de la volonté humaine. La reconstruction la plus importante n'est pas celle des machines, c'est celle des hommes. Traoré impose une doctrine, nous combattons au Burkina. Donc nous nous entraînons au Burkina. Fini les salles climatisées d'Europe pour apprendre une guerre du désert. Les camps sont locaux, durs, réels. Et quand un soldat sait que le drone au-dessus est piloté par son propre peuple, il n'est plus un pion. Il devient un gardien. Cette nouvelle agressivité ouvre une autre bataille, celle de la vérité. Dans une guerre où l'insurgé se cache parmi les civils, le cauchemar permanent, ce sont les victimes innocentes, et les ennemis de la transition le savent. L'incident de Senzo devient une arme narrative. Des rapports de pertes civiles apparaissent, l'indignation internationale explose immédiatement, l'armée burkinabé est peinte comme indisciplinée, brutale. Mais Traoré ne répond pas par le silence. Il répond par la déconstruction. Il affirme que les terroristes utilisaient des boucliers humains, femmes et enfants forcés de marcher devant leurs colonnes. La cruauté de l'ennemi n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. Et la bataille devient double territoire et perception. Selon les rapports officiels, après l'engagement, l'armée ne laisse pas les survivants derrière elle, elle sépare civils et combattants et transporte des centaines de personnes vers Ouagadougou. Non pas en prison, mais en sécurité. Ils sont montrés vivants, témoignant. Ce détail est essentiel. Dans les guerres modernes, la caméra est aussi puissante que le canon. Et Traoré comprend que l'armée ne peut gagner si la narration est abandonnée à l'extérieur. Mais il y a une autre transformation, plus dangereuse. La discipline interne, les tribunaux militaires sont réactivés. Des commandants négligents sont limogés. Poursuivi, ce n'est pas un spectacle. C'est un message, l'impunité. Cette maladie chronique des armées régionales commence à être arrachée. La mission devient sacrée. Et ceux qui la traitent comme un emploi sont éliminés début 2026. Le pays encercle ceux qui voulaient l'étouffer. L'isolement devait briser la révolution. Il force au contraire l'autosuffisance. Mais une question plane au-dessus de chaque frappe aérienne, au-dessus de chaque nouveau bataillon. La guerre coûte plus cher qu'un ministère. Un missile vaut une école. Un drone lourd vaut un hôpital. Les banques occidentales ferment leurs portes. L'aide diminue. Le crédit est coupé. Alors d'où vient l'argent? Comment une nation supposée pauvre finance une guerre high-tech sans affamer son peuple? La réponse n'est pas dans les airs. Elle est sous les pieds des soldats. Sous la poussière, sous la roche. Une fortune dormait là depuis des décennies, et Traoré comprend que la guerre pour la sécurité va devenir une guerre pour l'or. Il existe une loi silencieuse dans l'histoire des nations. Celui qui te nourrit te contrôle, mais celui qui possède les clés de ton coffre te possède, pendant 60 ans. Le Burkina Faso a vécu ce paradoxe, une terre riche, un peuple pauvre. L'or partait vers la Suisse. Les Canada. Les trous restaient au village. L'État n'était qu'un percepteur, heureux de recevoir 10% de royalties pendant que 90% disparaissaient au-delà de l'océan. Mais quand la guerre devient existentielle, les équations doivent être brisées. Pour financer la survie sans mendier, Traoré comprend qu'il ne suffit pas de demander une part plus grande, il faut racheter la table. L'acquisition des mines de Boungou et Wagnon auprès d'Endeavour Mining n'est pas une nationalisation chaotique.
C'est une opération stratégique, près de 80 millions de dollars, 60 millions en cash. Un choc dans les salles de conseil de Londres et Toronto. Les critiques posent la question empoisonnée. Où un pays en guerre trouve-t-il 80 millions? Et la réponse est insupportable pour l'ancienne élite. L'argent était toujours là. Il était simplement siphonné. Corruption, fuite, gestion fantôme, en resserrant les taux sur les finances publiques, en nettoyant les entreprises d'État. Les fonds apparaissent, ce n'est pas un miracle. C'est un système inversé. Le Burkina n'est plus un propriétaire passif. Il devient opérateur. Et l'or, extrait du sol, commence à financer les drones dans le ciel. Mais Traoré sait que l'or seul ne suffit pas. L'autre guerre est interne, celle contre la corruption. La digitalisation agressive n'est pas esthétique. C'est une arme quand on numérise l'impôt, quand on retire l'argent liquide des mains bureaucratiques, on retire l'espace du pot de vin, la résistance est féroce. L'ancienne garde combat par inertie, sabotage. Mais la direction est irréversible. La transparence devient contrainte. Et là se révèle la vision centrale. La liberté politique est une illusion sans contrôle économique. Mais même l'or ne nourrit pas. La deuxième ligne de front est la terre. Un pays de fermiers qui importait son riz, son blé, c'est ce qu'on servait. Une dépendance humiliante. Traoré lance une offensive agro-pastorale, pas comme programme social, comme stratégie de sécurité nationale, réclamation des terres, construction de barrages, subvention aux semences. Quand le prix du maïs se stabilise, c'est une victoire aussi réelle que reprendre un village. Quand une mère achète du riz local, c'est la souveraineté dans un panier. Le secteur privé, habitué au profit facile de l'import-export, reçoit un avertissement brutal. Adaptez-vous ou écartez-vous. Des hommes d'affaires tentent de créer des pénuries artificielles. L'État menace de reprendre toute la chaîne. Un capitalisme autorisé, une prédation interdite, et une révolution discrète se produit aussi chez les femmes coopératives. Savon, couscous, huile. Les ministères sont poussés à acheter local. L'État devient moteur du village. Pas client de marques étrangères. 3 piliers se dessinent. Le soldat qui sécurise, le mineur qui extrait, le fermier qui nourrit. Un circuit fermé d'autonomie, mais l'autonomie a un prix. Le succès attire l'envie. Et l'exemple burkinabé devient dangereux. Le danger d'un pays qui se relève. Ce n'est pas seulement l'ennemi dans la brousse, c'est l'exemple quand un État rompt les chaînes. Il ne libère pas seulement son peuple, il menace la tranquillité des voisins parce qu'une question commence à brûler dans la jeunesse régionale. Pourquoi eux et pas nous? Alors les murs se resserrent, frontières plus dures. Diplomatie glaciale. Silence qui parle plus fort que les discours. Puis viennent les murmures plus sombres. Les frères d'en face ne regarderaient pas seulement la maison brûlée. Ils donneraient des allumettes aux incendiaires. Le regard se tourne vers le sud, vers la Côte d'Ivoire, une frontière verte, longue, historiquement fraternelle, qui devient ligne de suspicion. Traoré brise une règle non écrite de la diplomatie africaine. Sourire devant les caméras. Pendant que le couteau reste caché, il accuse, pas par théâtre, par logique militaire. Quand des insurgés frappent au Burkina, puis disparaissent au-delà de la frontière pour se reposer, se réarmer. La frontière cesse d'être une ligne. Elle devient sanctuaire et la tension devient palpable. Arrestation, contrôle, identité scrutée avec une intensité nouvelle. Le silence entre capitales devient une guerre froide. Traoré formule une phrase simple. On ne peut pas prétendre être ami quand sa maison abrite l'arsoniste. De assistase ebi debi aze isel oma de. Ce n'est pas une querelle diplomatique, c'est un choc de vision. Un camp défend l'ordre ancien stabilité, aligné sur l'Occident. L'autre défend une idée plus dangereuse. La stabilité sans souveraineté n'est qu'un esclavage confortable. Cette divergence fracture la région et elle précipite l'effondrement émotionnel de la CEDEAO dans le Sahel. Le bloc régional, censé intégrer, est perçu comme un instrument de sanction, un outil pour affamer des populations. Pas pour résoudre la guerre, quand les sanctions coupent carburant, médicaments. Le lien psychologique se rompt. De ces cendres naît l'AES, Alliance des États du Sahel. Mali, Niger, Burkina Faso, pas un symbole. Une confédération forgée par nécessité, force conjointe, intelligence partagée.
vision commune et surtout, un futur imaginé en dehors des puissances côtières qui ont tourné le dos. Mais une question ultime arrive. La sécurité ne suffit pas, l'or ne suffit pas. Une nation souveraine a besoin d'énergie. L'énergie est la frontière finale. Un pays ne se développe pas avec des générateurs au diesel et des coupures quotidiennes. Pour industrialiser, pour raffiner l'or, pour alimenter les usines, éclairer les écoles. Il faut une puissance stable. Pendant des décennies, le Burkina Faso vivait dans la pénurie, réseau fragile. Blackouts. Dépendance au carburant importé. Mais Traoré joue un jeu plus long. En juin 2024, confirmé par des accords en 2025. Le pays fait un saut géopolitique qui stupéfie l'Occident. Il ne se tourne pas vers des panneaux solaires européens. Il se tourne vers le nucléaire russe. L'accord avec Rosatom pour construire une centrale nucléaire peut être le projet le plus ambitieux de l'histoire nationale. Les critiques parlent de fantasme. Un pays en développement ne peut pas gérer une telle complexité. Necia, like this. Mais l'administration répond autrement. Ce n'est pas un luxe, c'est la sortie de l'obscurité. Des étudiants sont envoyés à Moscou et pas pour la poésie. Pour la physique atomique, c'est la préparation d'une génération d'ingénieurs qui ne dépendra plus d'un réseau fragile, hérité du passé. C'est un refus brutal de l'idée occidentale d'une technologie appropriée, souvent un code pour dire « restez sbas ». Restez simple, restez pauvre, Traoré exige le sommet. Ce choix est le signal le plus clair. Le Burkina pivote vers l'Est. Russie, Iran, Turquie, pas pour changer de maître, disent-ils. Mais pour multiplier les options, parce qu'un principe est constant, quand vous n'avez qu'un seul vendeur de pain, il impose le prix. Quand vous en avez 5, vous décidez. La souveraineté, ici, devient capacité de navigation. Traverser la tempête des grandes puissances sans sombrer, mais le futur nucléaire est long et les menaces du présent sont immédiates. L'encerclement continue. La guerre économique s'intensifie, les ennemis internes attendent une faiblesse. La révolution a survécu à son enfance. Mais survivra-t-elle à son adolescence? Traoré parle d'une métaphore étrange, le black albino, quelque chose de rare. Paradoxal. Un État africain qui défie le code génétique de l'histoire. Les experts avaient prédit l'effondrement sans la France. Chute en semaine. Sans la CEDEAO, ruine économique. En défiant les géants miniers, faillite. Et pourtant, l'anomalie tient. Mais la bataille finale n'est pas l'or. Ni les drones, ni même le nucléaire. Elle est dans l'esprit. Le déficit le plus dangereux en 2022 n'était pas seulement la munition, c'était l'absence de patriotisme chez les futures élites. Pendant des générations, la route était connue, étudiée. Partir à Paris ou Montréal. Servir des économies étrangères pendant que le pays brûle, Traoré lance alors une expérience sociale radicale, l'immersion citoyenne. Les fils des quartiers aisés dorment sur des nattes, travaillent la terre. Mangreux comme les paysans, une leçon brutale. On ne gouverne pas un peuple qu'on ne connaît pas. C'est ici que la souveraineté devient totale. Dire non. Non aux bases militaires inutiles. Non aux accords extractifs. Non au complexe d'infériorité. L'avenir reste dur. Les terroristes attendent dans la brousse. La transition aura des jours de faim avant l'abondance. Mais la trajectoire a changé. Et la question n'est plus. Est-ce possible? La question est, quel prix sommes-nous prêts à payer pour qu'un peuple cesse enfin de demander la dignité et commence à la commander?